L'ancienne ministre espagnole, Madame María Antonia Trujillo, a pointé du doigt le journal Ruvin avec un dialogue approfondi sur son parcours et les enjeux politiques qui occupent les deux pays, le Maroc et l'Espagne, ainsi que la gestion par le Maroc de la pandémie de Corona et la situation des villes de Ceuta, Melilla et le Sahara. Voici la conversation complète. Une question. Madame Trujillo, vous avez passé 4 ans comme conseillère pédagogique à l'ambassade d'Espagne au Maroc. Comment se sont passées ces années? Votre mission a coïncidé avec la pandémie de Covid-19. Pensez-vous que cette crise sanitaire mondiale a interrompu votre planning d'activités programmées? Réponse. Ce fut une étape distinguée dans le domaine de l'éducation et aussi en ce qui concerne les relations bilatérales. Ce fut une phase fructueuse et j'en suis fière. Mes relations avec le Maroc à travers mon travail personnel et mon expérience antérieure de ministre, outre mon mariage avec un citoyen marocain de Tétouan, que Dieu lui fasse miséricorde, qui était considéré comme une référence dans le travail syndical et politique au Maroc, FDT-USFP, toutes ces choses m'ont ouvert la voie et m'ont ouvert toutes les portes. J'aime le Maroc et ses habitants, tout comme j'aime mon pays l'Espagne. Cet amour a été le premier outil sur lequel je me suis appuyé pour opérer avec succès. Cela devrait être évoqué tous les jours. Le Maroc a été un exemple mondial dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Pendant que je travaillais comme consultante en éducation, je soulignais constamment cette chose. Par exemple, à une époque où l'Espagne n'avait pas encore assuré la vaccination des enseignants sur le sol espagnol, les écoles espagnoles du Maroc avaient bénéficié de la vaccination par les autorités éducatives marocaines et étaient les premières à en bénéficier. Il est vrai que le rythme des activités a ralenti en raison de circonstances différentes pendant 2 ans et 3 saisons scolaires ont été affectées, mais en fait de nombreuses réalisations ont été faites dans des moments très difficiles dont nous avons beaucoup appris. Une question. 2. En tant que membre du Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE, considérez-vous la nouvelle décision espagnole sur le dossier du Sahara comme un tournant historique dans la politique étrangère de l'Espagne envers le Maroc ou cette décision est-elle un processus entamé en 2008 avec le gouvernement de José Luis Rodríguez? Les archives des journaux regorgent de déclarations de partisans et d'opposants au projet de plan d'autonomie depuis 2007, sans vraiment connaître son contenu. Une base scientifique vaut mieux qu'une déclaration politique, alliée ou biaisée, car au final elle ne respectera pas suffisamment l'entière vérité et ne correspondra pas à la vérité des choses. Depuis de nombreuses années, l'Espagne a oublié l'histoire, la géographie et la parenté qui nous lient au Maroc. À partir de maintenant, avec le changement de position de l'Espagne, nous voulons vraiment voir qu'un travail est fait pour renforcer les relations bilatérales. Le plus important est que l'Espagne, même si la décision est venue trop tard, a reconnu les efforts, la générosité et la responsabilité du Maroc et a soutenu le plan d'autonomie présenté en 2007. En définitive, le schéma d'autonomie du Sahara s'inspire de l'Espagne qui s'appuie sur ce type de gouvernement. Le Royaume du Maroc a, une fois de plus, démontré son sérieux et sa crédibilité en proposant une 3e voie pour sortir de la phase de stagnation et aller vers une solution politique. Même le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2007 a salué les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour régler ce différend. Le régime d'autonomie est le résultat d'un large processus de consultation mené au niveau national, régional et international au cours duquel les aspects liés à la région, au collège électoral et au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale ont été discutés, entre autres. À la suite du balayage diplomatique du Maroc, de nombreux observateurs objectifs et de nombreux pays africains et pays d'autres continents ont reconnu les efforts du Maroc, considérant l'initiative d'autonomie comme le seul moyen de mettre fin à la question du Sahara. Question 3. Pensez-vous que la décision du gouvernement de Pedro Sánchez profitera au Parti socialiste, ou vice-versa, lors des prochaines élections? Réponse. Depuis des mois, nous faisons campagne en Espagne, où les élections municipales et régionales se tiendront en mai 2023 et les élections générales se tiendront fin 2023. De plus, il faut regarder le cas catalan où après la sortie des Junts du gouvernement il y a la possibilité d'élections régionales anticipées. En d'autres termes, nous nous retrouvons devant une scène quasi-électorale dans laquelle les partis exploitent tout pour aller chercher des voix. Dans ce cas, la question du Sahara ne peut passer inaperçue. Une distinction doit être faite entre le gouvernement et le Parti socialiste, PSOE. Malheureusement, il devrait y avoir des positions claires des deux côtés dès le départ. De plus, en Espagne, la vérité sur ce qui se passe autour de la question du Sahara marocain n'est pas expliquée,
et tout le monde est attiré par la rhétorique séduisante de l'Algérie et du Front Polisario. Il n'y avait ni peuple sahraoui, ni nation sahraoui, ni collège électoral dans les camps de Tindouf avant 1974, c'est-à-dire avant la Marche verte. Le Sahara est très vaste, il y a plusieurs kilomètres carrés, et il y a plusieurs pays, avec des tribus qui ne sont pas guidées par des frontières, et il y a des Sahraouis de tous ces pays, y compris les Sahraouis espagnols, et dans les camps de Tindouf il y a des Sahraouis de tribus appartenant à de nombreux pays. Tous n'appartiennent pas à l'ancien Sahara espagnol. Il ne faut plus se tromper et mieux connaître l'histoire et permettre à tous ces citoyens aux abois d'exercer leurs droits dans le cadre du schéma d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc. Il est vrai que la gauche socialiste espagnole a ignoré cette question pendant des décennies, et il y a eu une grande consternation dans la gauche en général après l'annonce du Premier ministre espagnol, Pedro S. à accent aigu Nche. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que la reconnaissance du Sahara marocain par l'Espagne n'est pas une erreur, mais plutôt un grand succès dans les relations internationales de notre pays, en adoptant une décision politique qui respecte la légitimité internationale et je suis convaincu que cette nouvelle situation sera prise en compte par les électeurs espagnols tout en soutenant le Parti socialiste, PSOE, lors des prochaines élections. Une question. 4. Vous êtes expert en droit constitutionnel et très familier avec le régime marocain, pour l'autonomie que le Maroc a présentée aux Nations Unies en 2007. Dans votre dernière intervention à Tétouan, vous avez mentionné qu'en dehors du domaine universitaire spécialisé, il y a une grande méconnaissance non seulement du Maroc d'aujourd'hui mais aussi de son histoire. Selon vous, quelle est la raison de cette grande ignorance? Ce manque de connaissance est causé par l'ignorance, l'oubli et l'intention. Vous avez mentionné qu'il y a beaucoup de choses en commun qui falsifient l'histoire et le présent du Maroc et qui ne sont pas basées sur une analyse sérieuse des données. Au fil du temps, de nombreux préjugés ont été créés qui se sont ensuite enracinés, ainsi que tant d'inexactitudes fallacieuses qu'il est difficile de supprimer. En dehors du champ académique spécialisé, qui affiche lui aussi des positions opposées, il y a une grande méconnaissance non seulement du Maroc d'aujourd'hui mais aussi de son histoire. L'aspect historique est la ligne d'analyse sur laquelle de nombreux auteurs se sont largement appuyés. Beaucoup d'entre eux, non seulement des Espagnols mais aussi des étrangers, ont remis en question à la fois l'existence historique du Maroc, entité politique, culturelle et sociale, et l'unité du royaume, sans tenir compte du fait que de nombreux pays, dont personne ne peut nier l'identité et l'unité aujourd'hui, ont souffert de diverses ruptures tout au long de l'histoire, Espagne, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, pour n'en citer que quelques-unes. La même chose s'est produite avec le Maroc. Cette ignorance, cet oubli et cette intention vis-à-vis des faits historiques et géographiques ont causé de nombreux malentendus au sein de la communauté internationale. La tendance occidentale à appliquer ces normes culturelles, politiques ou juridiques à des réalités très différentes conduit souvent à ce malentendu. Toutes ces positions correspondent à des intérêts économiques, politiques et géostratégiques, ainsi qu'à l'ignorance, à l'oubli et à l'intention. Le Maroc est considéré comme un pays souverain et indépendant avec une longue histoire s'étalant sur 12 siècles. Bien que la colonisation ait occupé plusieurs régions du pays, cela n'a pas affecté son unité ou son identité, et il a obtenu l'indépendance d'une partie de son territoire en 1956 et a ensuite récupéré tout le territoire national, dont certains étaient sous domination espagnole, Tarfaya 1958, Ifni 1969 et le Sahara en 1975. Une question. 5. Les deux pays devraient entamer une nouvelle phase de coopération, comme l'ont demandé les dirigeants des deux royaumes. Que faire pour éviter les crises récurrentes et renforcer la coopération au milieu d'une région agitée? L'histoire, la géographie et même les préjugés, s'ils sont correctement traités, peuvent devenir une base solide pour améliorer et renforcer les relations bilatérales. Grâce à une analyse appropriée et sérieuse, les désaccords et les conflits peuvent être transformés en une base solide pour construire une nouvelle relation, basée sur l'honnêteté, la coopération et la nécessité de transformer les différences en un cadre de compréhension qui supprime ou, du moins, dissipe les malentendus. En plus des différences, les choses qui unissent le Maroc et l'Espagne sont bien plus que les choses qui les séparent. Le système politique et social du Maroc est le plus avancé du monde arabe. Il s'agit, sans aucun doute, d'un point de contact important qui peut et doit être exploité et développé comme un facteur décisif dans le renforcement des relations bilatérales, avec un objectif clair de les transformer en un partenariat solide. Il considère l'économie, le commerce bilatéral mutuel et l'investissement comme un pilier fondamental de la relation.
Plus la relation économique entre les deux pays est résiliente et importante, moins la possibilité de crise ou même de tensions qui ont malheureusement été si fréquentes dans l'histoire de nos relations bilatérales est faible. Il s'agit de maintenir et d'approfondir le soi-disant réseau d'intérêts établi par les gouvernements démocratiques en Espagne, en particulier les socialistes, après la dictature de Franco. Il y a encore beaucoup de place pour restaurer et améliorer les niveaux de convivialité et de confiance qui existaient entre les deux pays dans le passé et sous des gouvernements de différentes couleurs politiques, et plus encore avec le Parti socialiste, PSOE, comme le montre l'expérience historique. La coopération dans le domaine de la sécurité, du terrorisme et de l'immigration clandestine est nécessaire pour améliorer les relations entre le Maroc d'une part et l'Espagne et l'Union européenne d'autre part. Les services de renseignement et les autorités de sécurité marocaines ont réussi à asseoir la position du pays comme l'un des partenaires les plus efficaces des pays démocratiques les plus avancés du monde dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et la traite des êtres humains. Cela devrait faire l'objet d'une coopération bilatérale étroite entre l'Espagne et le Maroc, comme c'est aussi le cas aujourd'hui. C'est un autre domaine qui contribue à renforcer les relations et à intensifier la coopération, étant donné que ces questions intéressent au plus haut point les deux pays. L'espagnol comme langue mondiale, la deuxième langue de près de 20% des Marocains, est sans aucun doute l'un des principaux piliers sur lesquels il faut s'appuyer pour reconstruire la relation. À cela, il faut ajouter le soi-disant soft power espagnol, c'est-à-dire la culture, la cuisine. Les Marocains préfèrent la cuisine espagnole à la cuisine marocaine, le sport, la littérature, le cinéma, la cuisine et le tourisme. C'est un pilier fondamental de l'avenir de nos relations bilatérales. Le rôle des Juifs marocains, séfarades, a été crucial dans le rapprochement entre Israël et le Maroc et pourrait également être crucial dans le renforcement des relations entre le Maroc et l'Espagne. Il y a plus d'1 million de Juifs marocains en Israël qui ont un amour très spécial pour le Maroc et beaucoup d'entre eux continuent à parler le darija. C'est un angle qui doit être analysé en profondeur. Le rapprochement entre Israël et le Maroc ne constitue pas une menace pour l'Europe ou l'OTAN, comme cela a été dit précédemment. Plus les relations avec Israël sont fortes, moins il y a de danger pour l'OTAN et l'Europe. L'Espagne s'est toujours montrée comme le partenaire amical le plus actif et le plus fidèle du Maroc en Europe, à un moment où certains des plus grands partenaires de l'UE ont proposé de réduire la coopération UE-Maroc. Ce n'était pas facile. Les pressions étaient énormes et le Maroc n'a pas reconnu les grands efforts et les stylos que l'Espagne avait déployés dans cette entreprise. C'est le moment où nous devons commencer à identifier de nouvelles priorités et secteurs pour construire une nouvelle relation basée sur la confiance et la transparence. Le Maroc a développé une politique étrangère active et dynamique. Elle a été très active en Afrique, avec des succès notables comme la rentrée dans l'Union africaine ou le rapprochement avec des pays récemment très hostiles au Maroc, comme le Nigeria. L'Espagne et le Maroc peuvent essayer de coordonner certains aspects en Afrique, où l'influence du Maroc s'est considérablement accrue. L'intérêt et l'attention du Maroc pour l'Amérique latine ont également augmenté de manière significative, ouvrant des ambassades dans tous les pays les plus importants de la région au point qu'il dispose de l'un des réseaux diplomatiques les plus importants d'Amérique latine parmi tous les membres de la Ligue des États arabes. Ici, la politique étrangère marocaine donne la priorité bien connue au Sahara, et un ensemble d'intérêts peut être ouvert dans les pays avec lesquels l'Espagne entretient des relations très particulières. En ce qui concerne les sports, en particulier le football. Aucun pays au monde n'a autant de passion pour le football espagnol que le Maroc. Le match El Clasico divise le Maroc en presque deux moitiés, et tout le monde s'arrête pour le regarder. C'est un point primordial qu'il faut exploiter plus efficacement. Le Maroc a commencé à exporter des joueurs de haut niveau vers les tournois les plus importants d'Europe. L'Espagne ne fait pas exception. Certaines des stars des grands clubs de la Ligue espagnole sont originaires du Maroc. Et ils sont espagnols en tout et jouent dans l'équipe nationale marocaine. Lorsque vous jouez des équipes avec des stars marocaines, même celles qui sont nées en Espagne ou qui ont la nationalité espagnole, la passion et l'enthousiasme grandissent. Ces athlètes d'élite sont des ponts très efficaces pour créer une entente entre les deux pays. Une question: si vous avez été déclaré persona non grata par la mairie de Ceuta et Melilla, vos récentes déclarations à l'université de Tétouan sur les deux villes ont irrité certains secteurs espagnols. C'est un non-sens, des trucs sur une classe politique en lice pour les votes, et cela n'a rien à voir avec un droit fondamental. Ils ont précédemment décrit Manuel Fraga à Melilla et Santiago Abascal comme persona non grata. Je n'entre pas avec eux dans ce jeu. J'aime le débat scientifique et la logique, pas l'absurdité.
Une question. Est-il difficile de s'exprimer librement dans un pays démocratique comme l'Espagne lorsqu'il s'agit de questions de cette ampleur? Il est difficile de s'exprimer librement, non pas lorsqu'il s'agit de questions importantes qui concernent les deux pays, comme la question du Sahara ou de Ceuta et Melilla, mais lorsqu'on s'écarte de la pensée officielle, comme cela m'est arrivé personnellement. Je serais malhonnête si je disais que je ne m'attendais pas à une telle réaction de la presse espagnole concernant mes positions. Bien que considérée comme l'un des pays démocratiques les plus avancés au monde, l'Espagne n'a pas de loi qui protège contre les insultes et les calomnies contre ceux qui ont assumé des responsabilités publiques au sein de l'État. Il n'y a pas de différence entre la vie privée et la vie publique, et entre l'académie et la rue. Il n'y a pas de liberté d'expression en Espagne lorsqu'une personne est séparée de la seule pensée officielle, comme je l'ai dit plus tôt. Il est clair que la liberté d'expression et d'information est plus garantie au Maroc qu'en Espagne. Je voudrais que l'Espagne soit interpellée par ce pays et qu'elle ne soit plus induite en erreur et manipulée. Une question. 8. Est-il temps d'ouvrir le dossier Ceuta et Melilla entre le Maroc et l'Espagne? C'est l'heure. Il n'est plus possible de regarder dans une autre direction. Le Maroc a revendiqué cette terre à de nombreuses reprises et à ce jour, il s'est exprimé dans diverses enceintes internationales et nationales, et à travers divers acteurs. Par exemple, le jeudi 13 octobre, le Maroc a envoyé une lettre au Conseil des droits de l'homme de l'ONU en plus de la clarification ultérieure sur les frontières terrestres / point de transit de ces deux villes, ce qui a rouvert le débat en Espagne. Cette question est toujours sur la table. Ce problème n'est pas nouveau, alors ne vous y trompez pas. C'est un sujet d'actualité. Avec la montée du nationalisme marocain, ils ont commencé à revendiquer toutes les terres qui étaient en possession de l'Espagne. On se souvient ici de la rencontre du roi Hassani et du général Franco, en 1963, et cette rencontre est connue sous le nom d'Esprit de Baraja, qui a gelé la revendication jusqu'à 1974, année où le roi Hassani a de nouveau renouvelé la revendication. Mais les événements de 1975 ont accéléré les choses, et des années plus tard, le Maroc a demandé la mise en place d'une cellule de réflexion cellula de réflexio accent aigu N pour parvenir à un accord avec l'Espagne. À partir de 1994, une phase de coopération a été entamée, mais les références à la libération des territoires occupés par l'Espagne n'ont jamais cessé à ce jour, du discours du trône de 2002 à 2021, lorsque l'ancien Premier ministre du Maroc a déclaré Ceuta et Melilla être des villes marocaines comme le Sahara, et que le seul moyen de trouver une solution est de recourir au dialogue politique. Il y a aussi eu des voix en Espagne, nombreuses, en faveur de la restitution de ces terres au Maroc. Parmi ces voix, nous citons des ambassadeurs tels que Jaime de Pigny en 1975 et M. accent aigu Ximo Cajal Last en 2003. La marocanité de Ceuta et Melilla ne doit pas être remise en question pour l'intérêt collectif du peuple espagnol et pour la suppression de ce mélange de peur, de suspicion et de ressentiment historique envers les morts, arabes. Car c'est une situation coloniale qui constitue une insulte au Maroc et un élément de malaise et de mauvaise conscience nationale pour l'Espagne, qui explose dès que le sujet est évoqué, comme l'affirme Máximo Cajal, ambassadeur d'Espagne et conseiller du Parti socialiste espagnol, dans son livre intitulé Gibraltar. Où finit l'Espagne? En 1979, l'historien Charles Poel, dans son livre The King of Democracy, fait référence à un rapport codé dont on a beaucoup parlé mais rien vérifié. Il y a un groupe d'écrivains espagnols qui ont proposé une copropriété hispano-marocaine pendant 50 ans. Même le Parti communiste espagnol a accepté en 1987 de renvoyer Ceuta et Melilla au Maroc pendant une certaine période. Les discours officiels parlent de multiculturalisme, de tolérance et de compréhension. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui disent que les deux villes représentent tout ce qui est mauvais en Europe. Ce sont deux villes qui connaissent de nombreux conflits et paradoxes et représentent. Il existe de nombreuses exceptions dans de nombreux domaines, économiques, juridiques, politiques et sociaux. En conclusion, bien qu'ils disent que nous, experts en droit, avons la capacité de savoir invoquer les thèses d'autres experts célèbres dans le domaine pour justifier nos opinions et arguments, et cela peut être transféré à n'importe quel domaine de la connaissance, cela ne s'applique pas à moi exactement dans ce cas, dans le sens où je ne dis pas ce que je pense en m'appuyant sur les dires des autres, position qui ne doit pas être liée au fait que j'ai des amis marocains ou que je défends des positions favorables du Maroc, mais je les considère correctes et appropriées. Tout ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas le premier à défendre cette position. Je pense que la question de Ceuta et Melilla, et des rochers et des petites îles, est un affront à l'intégrité territoriale du Maroc.
C'est un vestige du passé qui va à l'encontre de l'indépendance économique et politique du Maroc et des bonnes relations entre les deux pays. Le poids relatif des arguments historiques et juridiques cède au développement d'événements qui exigent une réponse politique, morale, raisonnable et acceptable pour les deux pays à travers un dialogue ouvert et honnête. Pour éviter les effets négatifs de frontières inappropriées, la réponse politique et le dialogue, ne pas détourner le regard et ne pas se taire. La revendication du Maroc sur Ceuta et Melilla est pleinement justifiée et ancrée dans l'idéologie nationale marocaine et est inaliénable. Si nous prenons en compte toutes ces choses, et puisque l'Espagne a changé sa position traditionnelle sur le Sahara, pourquoi ne peut-elle pas changer sa position sur la question de Ceuta, Melilla, les îlots et les rochers?